Bonjour tout le monde, je suis Ariane Aymon, je vais animer cette conférence de presse. Merci de vous joindre à nous. Euh, Aujourd'hui au Centre Saint-Pierre à Montréal ou encore grâce à Facebook, donc nous suivre à distance. Cette conférence de presse est à l'initiative de trois organisations, Attaque Québec, Mon OSBL n'est pas un lobby et Vigilance OGM, pour souligner l'avancement de la déclaration lobby halte au dérapage. La conférence de presse va dévoiler notamment l'importance des premiers appuis recueillis depuis son lancement il y a quelques mois. Alors, c'est un secret pour personne. On veut bien sûr, les organisations veulent mieux encadrer la loi sur le lobbyisme des entreprises et bien sûr exiger aussi que les organismes sans but lucratif ne soient jamais assujettis à la loi 56. Il y aura une table ronde à 10h30 qui va suivre avec trois invités de choix que je vais animer également. Cette table ronde va permettre donc à Louise Arel, l'ex-politicienne, la juriste Lucie Lamarche et le journaliste André Noël de nous faire entendre leurs visions respectives sur la déclaration. Ce sera aussi diffusé en direct. Donc, concernant la conférence de presse, trois personnes vont prendre la parole maintenant. Il s'agit de Thibault Rennes, coordonnateur de Vigilance OGM, Mercedes Roberge, l'organisatrice pivot de la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby, et Claude Vaillancourt, qui est président d'Attaque Québec. Et ensuite, on prendra quelques questions. Donc, Claude Vaillancourt, c'est vous qui ouvrez le bal. Oui, bonjour, merci Ariane. Bien d'abord, ce qu'on aimerait annoncer aujourd'hui, c'est que quand même cette déclaration, lobby halte au dérapage, a obtenu des appuis substantiels, c'est-à-dire 1270 signatures jusqu'à maintenant, mais ce qui est plus important pour nous, parce que c'est vraiment notre objectif, même si les signatures individuelles, bien sûr, sont très importantes pour nous, mais c'est qu'on a rejoint 200 organisations de différents horizons, que ce soit dans le monde communautaire, des OSBL, syndicales. Alors, si on regarde quelques signataires importants, mais dans le milieu syndical, il y a la PTS, il y a les deux centrales, la CSQ et la CSN. Il y a le Conseil central du Montréal métropolitain, la FNEC, le SFPQ. Donc, c'est quand même des appuis importants. Et dans le milieu communautaire, ben, c'est de divers horizons. On a, par exemple, l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. On a le collectif pour un Québec sans pauvreté. On a la Fondation Suzuki et le Front commun pour la transition énergétique. Dans ces deux derniers cas, c'est dans le monde environnemental. On a le FRAPRU, la Ligue des droits et libertés, les regroupements des organismes de défense collective des droits et le réseau des tables régionales des groupes des femmes du Québec. Ça, c'est quelques signataires parmi d'autres. Et ce qu'on tient aussi à souligner, c'est qu'on a des appuis dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est vraiment, ça couvre l'ensemble du territoire. Donc, une réponse très, très positive. Alors, pourquoi se préoccuper du lobbyisme maintenant? Eh bien, comme le dit le titre de notre déclaration, c'est à cause des dérapages qui en découlent. Selon nous, il y a deux types de dérapages. Une influence des lobbyistes vraiment très, très forte qui affecte les décisions de nos gouvernements. Et Thibault va donner des exemples concrets dans un secteur en particulier, c'est celui de l'agriculture, où c'est vraiment très important. Et aussi des tentatives à répétition du commissaire au lobbyisme pour assimiler le travail de représentation des OSBL à du lobbyisme, qui est pour nous un problème réel. Et Mercedes va revenir bien sûr sur cette question. Alors pour nous, justement, c'est une question fondamentale de démocratie. On peut se poser la question jusqu'où la recherche du profit peut permettre d'influencer à ce point à la fois les gouvernements, mais aussi l'opinion publique. C'est les deux volets du lobbyisme qu'on essaie on essaie de sensibiliser la population à ce sujet-là. Alors, cette influence des lobbyistes est souvent à ce niveau-là un facteur de recul, de stagnation sociale. Et un des cas les plus connus, par exemple, c'est la compagnie Exxon qui va financer le climato-scepticisme. Donc, c'est quand même très, très grave et ça donne, bien sûr, ça
difficile de faire avancer les causes dans de pareilles circonstances. Et en question de démocratie, c'est aussi le danger d'assujettissement des OSBL à la loi sur le lobbyisme et qui influence directement, qui a des effets, pardon, sur le droit d'association. Alors, selon nous, il était nécessaire d'intervenir sur cette question. Alors, la déclaration a été rendue publique, je dirais, pour la première fois dans une journée d'études de l'organisation Attaque Québec, dont je fais partie, avec Mon OSBL n'est pas un lobby, et la revue Ababar. Donc, c'était une journée d'études sur la question. Et là, elle a été discutée, elle a été bonifiée, je dirais. Donc, il y a eu vraiment un processus démocratique là, derrière cette déclaration-là, et ça a donné, bien sûr, le résultat qu'on a fait connaître par la suite. Alors, c'est une déclaration qui a comme objectif de sensibiliser la population aux problèmes concernant le lobbyisme, et on espère y donner une suite. La suite serait la suivante, c'est-à-dire qu'on voudrait proposer des modifications à la loi actuelle sur le lobbying, la loi qui s'appelle la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, donc pour que l'activité de lobbyisme en général soit beaucoup mieux encadrée. Et la table ronde qui va suivre, donc on vous invite bien sûr à y être, la table ronde qui va suivre va nous permettre d'approfondir cette question et d'aller plus loin dans la réflexion sur le lobbyisme en général. Merci. Je vais maintenant passer la parole à M. Thibault Rennes, coordonnateur de Vigilance OGM. Oui, bonjour à tous. Merci pour me laisser la chance de participer à cette conférence de presse. Donc, je suis très heureux d'être là en tant que coordinateur de Vigilance OGM. Je pense que Claude a bien mis la table. Les lobbyismes avec de multiples dérapages ont une influence directe sur notre démocratie. Moi, je vais revenir sur notre domaine d'expertise à Vigilance OGM, c'est-à-dire l'agriculture. Et c'est important, je pense, de mettre en lumière certains effets du lobbyisme sur notre, dans ce cas-là, sur notre agriculture, parce que souvent, le lobbyisme est un travail caché, un travail de l'ombre. Et Vigilance OGM, depuis 10 ans, essaie de mettre en lumière leur influence, leur impact, mais aussi leur techniques d'influence parce qu'elles sont complexes et nombreuses. Aujourd'hui, je reviendrai sur deux aspects qui me paraissent très importants et qui sont des revendications de la déclaration. Le premier aspect, c'est le point qu'on a appelé I dans notre déclaration, c'est les conseils d'administration. Pour ceux qui se rappellent, en 2019, on a l'histoire qu'on a appelée l'histoire de Louis Robert, où un fonctionnaire du MAPAC, donc du ministère de l'Agriculture, s'est fait licencier pour avoir critiqué l'influence des lobbyistes, principalement sur le Sérum. Donc, c'est un centre de recherche majoritairement financé par le public, mais sur le conseil d'administration, on avait, je pense, 7 personnes sur 9 qui faisaient partie de l'industrie, dont les plus gros vendeurs de pesticides au Québec et dont M. Overberg, qui était président des producteurs de grains. Et ce scandale veut que des gens à l'intérieur du Sérum faisaient des études pour prouver l'inefficacité de certains types de pesticides et étaient clairement critiqués par leur conseil d'administration et ont essayé de bloquer leurs études. Donc là, ça montre à quel point l'influence d'une recherche censée être publique, financée par le public, vient être influencée par le privé, où on vient en fait essayer de cacher la vérité sur ce que nous dit la science agronomique. Donc ça, c'est un point important. Les lobbyistes devraient être exclus de tous les conseils d'administration d'organismes publics et parapublics. Donc ça, c'est un point qui nous paraît important. Le deuxième point qui me paraît aussi très problématique, c'est le phénomène des portes tournantes. Donc les portes tournantes, c'est un phénomène qui veut qu'un fonctionnaire, ex-fonctionnaire public, que ce soit provincial ou fédéral, devienne lobbyiste pour une compagnie par la suite. Et nous, à Vigilance OGM, avec les recherches qu'on a faites depuis une dizaine d'années, on s'est focalisé principalement sur un organisme qui s'appelle CropLife. Donc CropLife, c'est un regroupement des plus gros vendeurs de pesticides et de fabricants de pesticides au monde. Donc il y a des CropLife Canada, CropLife États-Unis, et ils se regroupent pour influencer les politiques publiques afin de semer le doute dans la science pour dire qu'il n'y a pas de problématique, mais aussi limiter des lois qui viendraient restreindre leurs profits, donc la vente des pesticides. Et CropLife, quand on va regarder sur le site internet LinkedIn, on s'aperçoit que le président de CropLife Canada actuellement a travaillé 5 ans à l'évaluation des pesticides précédemment, donc à Santé Canada. Et son vice-président a travaillé 10 ans à l'Agence d'inspection des aliments. Qu'est-ce que ça nous prouve, ça? C'est qu'il y a une très grande proximité, en fait une très grande confusion des rôles entre
les fonctionnaires fédéraux qui sont censés protéger le bien public et ceux qui travaillent pour des compagnies de lobbyistes qui, eux, sont là pour maximiser les profits de l'entreprise. Et là, il y a un partage d'une culture commune parce que c'est des gens qui se connaissent, des gens qui ont les mêmes contacts, les mêmes univers. Et ça, c'est problématique. Donc, une des revendications, la D de la déclaration, c'est d'interdire ce phénomène de porte tournante. Donc, si on a été fonctionnaire dans de charges publiques précédemment, on ne doit pas devenir lobbyiste par la suite. Et ça, c'est un point très important parce que ça éviterait qu'il y ait cette culture commune et qu'un mélange des genres entre bien public et bien privé. Donc, ça, c'est les 2 points qui m'ont paru importants. Il y en aurait plein d'autres aussi sur les problématiques de transparence et autres. Mais là, je vais laisser la parole à Mercedes pour le point numéro 2 des dérapages. Merci. Alors, mes collègues ont souligné la force des premières signatures. Aujourd'hui, on invite la population et les organisations de la société civile à les rejoindre en continuant de signer la déclaration. Et j'aimerais revenir sur le titre complet de la déclaration. Souvent, on l'a raccourci en disant « lobby halte au dérapage », mais son sous-titre, c'est « pour contrôler la recherche de profit et garantir le droit d'association ». C'est très important. Et on parle de dérapage au pluriel, parce qu'ils existent autant dans le manque de surveillance des lobbyistes recherchant le profit que dans l'acharnement à vouloir assujettir tous les OSBL. Et ces 2 volets-là sont au cœur de la déclaration et c'est ce qui la rend si pertinente, notamment pour les organisations de la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby. Depuis 2014, donc depuis 10 ans, environ 150 organisations très variées y ont collaboré, collaborent encore pour réagir aux menaces qui planent au-dessus d'elles, prouvant que l'inquiétude touche des groupes de tous les domaines, éducation, santé, loisirs, logement, travail, pauvreté, violence, etc. Des petits, des gros, avec des cultures de militance différentes. Et notre position est simple. La loi a été créée pour rendre visible ce qui ne le serait pas autrement, et en réaction à des scandales qui impliquaient qui? Le secteur privé à but lucratif. La visibilité des OSBL, elle est inséparable des actions pour obtenir des changements sociaux. Donc, la transparence, elle est déjà dans le quotidien des OSBL. Pas besoin d'une loi pour nous l'imposer, on la fait déjà. Et dès 2003, c'est important de savoir que la loi a été accompagnée d'un règlement qui exempte les OSBL qui ne sont pas majoritairement composés d'entreprises à but lucratif ou de leurs représentants. Ça équivaut, à reconnaître que c'est la visée lucrative qui demande une surveillance de la loi et que la composition d'une organisation, ça révèle sa visée. Malgré cela, les gouvernements et le commissaire au lobbyisme ont tenté 6 fois de retirer cette exemption. Toutes ont fait face à notre opposition. Et le gouvernement a même abandonné le projet de loi 56 en 2018, après 3 ans de lutte de notre part. Et même durant la campagne électorale, tous les partis politiques, incluant la Coalition Avenir Québec, ont promis de ne pas élargir la loi à tous les OSBL. Mais le commissaire ne lâche pas prise. Depuis 2023, il continue d'utiliser un rapport qu'il a fait produire par l'OCDE, et qui reprend évidemment son intention à lui d'assimiler tous les OSBL à des lobbyistes. Et même quand il tente de ne pas viser tous les OSBL, ça ne tient pas la route et ça ne règle rien. On constate aussi régulièrement que des OSBL sont incités à s'inscrire comme lobbyistes pour rencontrer des personnes élues. Et c'est une fausseté qui est tolérée par le commissaire. Il tente même d'inclure dans les activités à inscrire au registre les campagnes publiques comme en tant qu'activité de lobbyiste, alors qu'il n'y a rien de plus public qu'une campagne publique de sensibilisation du public. La déclaration « Lobby halte au dérapage » nous offre un moyen supplémentaire pour faire entendre notre position comme OSBL et avec davantage de force encore. Les OSBL rencontrent des personnes élues pour défendre des droits collectifs reliés au bien commun. Ils font du plaidoyer. Ils sont délégués par la population pour représenter démocratiquement et en toute transparence la population qui les mandate. Assimiler tous les OSBL à des lobbyistes nuira à l'exercice du droit d'association, alors que l'État
a le devoir non seulement de ne pas entraver ce droit, mais aussi de le favoriser. Et ça fait partie de notre déclaration. Il n'y a plus de droit d'association s'il n'y a plus d'implication bénévole, de participation citoyenne, de mission sociale par, pour et avec les personnes concernées. Et c'est si précieux pour les communautés et pour l'amélioration de la société que rien ne doit l'entraver. Il n'y a plus de droit d'association si le conseil d'administration se vide d'une organisation, si les rencontres politiques ne se font plus, si les actions politiques s'arrêtent, si des membres l'abandonnent pour agir individuellement car la voix collective sera plus difficile à exprimer que la voix individuelle. C'est ça le droit d'association. Il n'y aurait plus de parole citoyenne si les agendas des titulaires de charges publiques se remplissaient uniquement par des entreprises. C'est le danger qui plane au-dessus de nos têtes. Pour contrôler la recherche de profit et garantir le droit d'association, il faut dire halte au dérapage en signant cette déclaration, autant pour surveiller vraiment les lobbyistes intervenant pour des profits de certains et pour qu'aucune loi, ni celle-ci ni une autre, n'entrave l'exercice du droit d'association. Merci. Merci beaucoup à vous trois. Communication très claire. Comme c'est souvent l'habitude, les journalistes ne viennent pas nécessairement sur place aux conférences de presse, mais peut-être que notre collègue Samuel Montigny peut nous dire s'il y a des questions en ligne. Pour l'instant, il n'y en aurait pas. Ça n'enlève rien à la pertinence d'avoir capté cette conférence de presse et surtout d'inviter tous ceux et celles qui sont à l'écoute peut-être de rester avec nous dans 15 minutes. Nous allons avoir cette table ronde avec trois invités formidables, l'ex-politicienne Louise Arel, la juriste Lucie Lamarche et le journaliste André Noël, autour justement de la déclaration. Et ils vont nous donner un peu leur vision respective après l'avoir regardée attentivement. Je vous remercie d'être avec nous et je vous dis à la prochaine fois et merci beaucoup à vous trois pour cette communication très claire. Au plaisir. On a une question. On est toujours en onde? Oui, alors Samuel, je vais vous demander de vous diriger vers le micro et de nous la lire. Oui, bien sûr. Alors, on a une question de Christiane Bernier qui nous demande... Christiane Bernier. La première question, est-ce qu'il y a quelque chose qui isole le commissaire des lobbies? Qui isole? Oui, donc c'est la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui isole les commissaires des lobbies? Et la deuxième question de Laurie Trottier de la presse canadienne. J'aimerais savoir si c'est possible d'expliquer un peu ce qui est arrivé depuis le projet de loi 56. D'accord. Donc, le projet de Laurie Trottier de la presse canadienne. Parfait. Voilà. Alors, qui veut répondre à la question de Mme Bernier? Qu'est-ce qui isole? Peut-être protège ou le met à comment je pourrais dire, lui donne une petite frontière avec les lobbies qui s'adressent aux élus? Ah, oui, ça peut. Je croyais que la question portait sur qui mandate le commissaire. Donc, mais je vais rajouter ça. Faut se souvenir que le commissaire au lobbyisme est l'une des 5 personnes qui sont nommées par l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est c'est pas ce qui l'isole, c'est plutôt ce qui en fait une personne sur qui travaille pour la population. Cependant, il n'y a pas de cloison étanche entre le commissaire et les lobbyistes inscrits. Donc, c'est très clair.
nous, en tout cas, dans la coalition Mono-SBL n'est pas un OB, on a rapidement vu en 2014 que les intentions, toutes les démarches du commissaire pour assujettir davantage de personnes à son registre, les OSBL en l'occurrence, venaient des désirs des lobbyistes inscrits et des plaintes des lobbyistes inscrits qui trouvaient que c'était injuste, qu'eux aient à s'inscrire et pas, souvent, les organisations qui s'opposaient à leur démarche. Par exemple, en matière environnementale, une compagnie s'objectait, s'insurgeait du fait que l'organisation environnementale qui défendait le bien commun, elle, n'ait pas à suivre les mêmes règles. On a senti ça dès le début, que ça venait des lobbyistes inscrits qui faisaient pression sur le commissaire. Donc la réponse courte, c'est il n'y a pas de pare-feu véritable. Pas du tout. Parfois, on sent même que, dans certaines manières de s'exprimer du commissaire, qu'il représente les lobbyistes. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à la question de Mme Bernier par rapport au commissaire? Allez-y, M. Vaillancourt. Le commissaire est assez fier de dire que le nombre de lobbyistes inscrits au registre est toujours de plus en plus élevé. Effectivement, on peut voir ça comme une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça marche et que les gens s'inscrivent. Mais par contre aussi, ça veut peut-être dire qu'il y a de plus en plus de lobbyistes et qui prennent la parole le plus souvent et qu'ils ont un pouvoir d'influence encore plus systématique. Et le problème avec le registre des lobbyistes aussi, puis si on le mentionne dans la déclaration, c'est qu'il n'y a aucune transparence. On sait qui a rencontré qui, mais on ne connaît pas le contenu des réunions, on ne sait pas ce qui se dit. Donc, en fait, transparence, oui, c'est un progrès, mais c'est peut-être pas un progrès, en tout cas, selon nous, c'est un progrès qui n'est pas suffisant encore. Il faudrait aller plus loin et c'est ce qu'on demande assez clairement. D'accord. Nous avons une deuxième question de la journaliste de la presse canadienne. Donc, elle demande qu'est-ce qui s'est passé, un petit résumé depuis, au fond, 20 ans, depuis qu'il y a cette loi qui veut circonscrire un peu l'activité des lobbyistes. Mercedes, ça vous? Oui, spécifiquement par rapport au projet de loi 56, il a été déposé en 2015 et en 2018, il est mort au feuilleton. Mais pourquoi est-il mort au feuilleton après 3 ans? C'est parce que pendant 3 ans, on l'a combattu. Et ce projet de loi-là suggérait d'assujettir tous les OSBL, il suggérait d'intégrer l'appel au public dans la loi. Il faisait fi, dans le fond, de l'esprit de la loi et de ses exceptions actuelles. Ce qui s'est passé, pendant l'étude du projet de loi, il y a eu une commission parlementaire, il y a eu des centaines de mémoires, et avant de tomber au feuilleton, la commission qui était chargée de l'analyser a fait un rapport faisant état du consensus qui était opposé à l'ouverture de la loi qui était proposée dans le projet de loi 56. Donc, ce projet de loi-là est tombé parce qu'il a été combattu, parce qu'il ne convenait pas. Et le gouvernement a bien compris le message et c'est pour ça que quand on dit que maintenant les pressions viennent surtout du commissaire et que c'est lui qui ne lâche pas prise, il a obtenu plusieurs fois, notamment autour du projet de loi 56, un message politique lui disant « cesse des tentatives d'assujettissement de tous les OSBL » et il continue. D'accord. Est-ce que vous comprenez pourquoi il continue? Pour les mêmes raisons qui nous faisaient dire tout à l'heure qu'il était très près des lobbyistes inscrits et de leurs préoccupations. Bien sûr, il est indépendant. Il est nommé par l'Assemblée nationale. Ça va. En même temps, il ne peut pas être imperméable à l'opinion publique. Et là, ce qui a été dans l'opinion publique, le message suite au projet de loi 56, c'était non, il y a trop de dangers pour le droit d'association, pour la liberté, pour l'expression de la citoyenneté, d'assujettir tous les OSBL. Merci beaucoup. Samuel, oui, est-ce alors qu'on j'ai a une autre question? Une nouvelle question de Laurie Trottier à nouveau. Donc, votre but est de proposer des modifications sur la loi, sur la transparence et l'éthique. Est-ce que vous savez à quel moment ça serait ou ça serait quoi les prochaines étapes? Et une dernière question aussi, quelle est l'urgence d'agir sur cette question? D'accord. Monsieur Vaillancourt, allez-y. Oui, la modification à la loi, on n'a pas d'objectif, disons, dans le temps.
On sait que c'est un exercice assez complexe. On aimerait que le travail soit fait de la meilleure manière possible, hein, de manière à ce qu'on parle vraiment le langage, un langage particulier que celui des textes de loi. C'est une des raisons pour laquelle aussi on fait la conférence cet après-midi, après ce matin, oui. On voudrait profiter de l'expérience de Mme Harel, par exemple, qui sait comment rédiger ou comment faire avec un projet de loi. Pour nous, c'est très important. Évidemment, il n'y a pas d'immédiateté là-dedans. On pense que le problème du lobbyisme, c'est un problème récurrent, c'est un problème systématique, c'est un problème générique d'une certaine manière. Alors, je pense qu'il faut prendre le temps de bien sûr, de bien cerner la cible qu'on veut avoir et d'arriver finalement au projet de loi le plus efficace possible. Maintenant, on sait que ça ne résoudra pas tous les problèmes non plus. Je pense qu'il faut s'attaquer aussi à une autre forme de lobbyisme, qui est un lobbyisme beaucoup plus souterrain, qui est comme illégal, celui-là. Faut s'arranger aussi pour que celui-ci soit dénoncé davantage sur la place publique et qu'on puisse y avoir aussi des conséquences pour les gens qui font ce type de lobbyisme, qui est quand même encore plus, je dirais, antidémocratique. Voulez-vous rajouter quelque chose, Mercedes, sur quelle est l'urgence et les prochaines étapes? En fait, pour les prochaines étapes, renforcer la déclaration, la rendre incontournable pour qu'on puisse non seulement, moi j'ai beaucoup parlé de comment empêcher les OSBL d'être assujettis, mais c'est aussi important de renforcer la loi pour qu'elle contrôle véritablement et qu'elle sanctionne véritablement les pratiques illégales, notamment les pratiques où des compagnies se font passer pour des organisations civiles, de société civile, ce qu'elles ne sont pas, et que les lois certains des problèmes qu'on voit, qu'on a soulevés dans la déclaration, se règlent par d'autres lois que par la loi sur le lobbyisme. Non, mais c'est important que tout soit adressé pour que on puisse ensuite, avec la déclaration, notre objectif ensuite, c'est de regarder de quelle manière on pourrait constituer une proposition législative qui porterait sur nos deux volets et de quelle manière ensuite on la fait avancer. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de délai particulier. On est maître de cet agenda-ci et on se dit qu'il faut vraiment mettre tous les appuis de notre côté pour avancer avec des propositions qu'on va élaborer en fonction de la déclaration. On n'ira pas contre les éléments qui sont à l'intérieur de la déclaration. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Rennes? Non, ça va bien. Les spécialistes ont parlé. Il n'est pas impossible de penser que le ministre de la Justice actuel veuille, après quelques temps, remettre à jour cette loi. Donc, je comprends que quelque part, vous fourbouissez un petit peu vos armes, entre guillemets, vous affûtez votre argumentaire pour être prêt à éventuellement argumenter si cela se produit. D'accord. Samuel, avez-vous autre chose? Donc, ce serait, mon Dieu, top chrono. 10h15. Nous avions 15 minutes d'allouer pour cette conférence de presse. Vous êtes des as. Je vous remercie. Merci beaucoup aux 2-3 personnes qui se sont adressées à nous. C'était des questions vraiment pertinentes. Alors, je vous encourage à demeurer avec nous à 10h30, donc la table ronde. Portez-vous bien. Bonne journée.